Ah là 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 là, la France et la Belgique, quelle rivalité depuis 120 ans maintenant, mine de rien. Ça fait un tout petit peu longtemps. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces deux équipes. J'espère vraiment que vous allez bien, les amis. C'est Koro et je tourne cette vidéo, bon, vraiment quelques heures en avance, même voilà, quelques heures avant Pologne, Pays-Bas, Slovaquie, Danemark et Serbie, Angleterre. Donc je n'aurai pas, je pense, tous les éléments de réflexion concernant les compositions de l'équipe de France ou de la Belgique, mais on va tranquillement se poser pour évoquer justement les previews de Belgique, Slovaquie et Autriche-France. J'ai vraiment envie de parler de la France et de la Belgique en combiné dans cet Euro parce que vous le savez, il y a quand même une rivalité très très forte entre ces deux équipes. Regardez un petit peu sur le Wikipédia les nombres de confrontations de l'équipe de France. Bah regardez, l'équipe de France a affronté 34 fois l'Angleterre, 34 fois l'Allemagne, 36 fois l'Espagne, 39 fois la Suisse et 39 fois l'Italie. Et regardez la Belgique 75 fois dans son histoire. Le premier match, c'était le 1er mai 1904. Les amis, c'était avant, et même bien avant la Première Guerre mondiale, c'est pour vous dire. Donc oui, c'est de très très loin l'équipe que la France a le plus affrontée et la Belgique vice-versa évidemment. Alors il m'en semble quand même, il faudrait vérifier, mais pour la Belgique, peut-être que les Pays-Bas sont devant la France. Mais voilà, tout ça pour dire, France-Belgique, oui, c'est une rivalité. Et vous savez, ce qui est dingue, c'est que la Belgique a remporté plus de matchs contre l'équipe de France que l'inverse. Enfin, voilà, la France a gagné 26 fois contre la Belgique et la Belgique 30 fois contre la France. Donc oui, c'est la Belgique qui est devant, c'est assez dingue, malgré le fait que oui, bien sûr, en Coupe du Monde ou en Euro notamment, c'est la France qui a gagné contre la Belgique. Donc c'est forcément ce qui fait mal pour les Belges. Mais bon, on va passer. Le but, c'est pas de parler de France-Belgique parce que ce match n'existe pas encore. Peut-être qu'il arrivera. Si vous me suivez sur cette chaîne depuis longtemps, vous savez que je supporte l'équipe de France. Mais voilà, j'ai vraiment envie de parler de la Belgique également, qui est une de mes équipes préférées dans le monde du football. Et il y a beaucoup de belles choses à dire. On va commencer par Belgique-Slovaquie et on finira par France-Autriche. Alors, ce beau Belgique-Slovaquie qui, mine de rien, sur le papier, bon, paraît être un match très déséquilibré, machin et tout. Mais honnêtement, bon, je suis d'accord pour dire que ça va. Ça va pour la Belgique qui est tombée dans un groupe avec la Roumanie et avec l'Ukraine, l'Ukraine est honnêtement une vraie bonne équipe. Offensivement, ce sera super intéressant de voir ce qu'ils vont faire contre les Belges. Maintenant, la Roumanie, c'est vraiment le tout petit poussé. Et la Slovaquie, c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus drastiquement élevé. Donc, groupe plutôt OK pour les Belges. Je vous invite, si vous êtes belge, est-ce que vous êtes plutôt confiant concernant cette phase de groupe-là? Moi, j'avais vu Belgique 9 sur 9, 9 sur 9 points. Donc oui, je vous spoil un petit peu. Je vois évidemment la Belgique remporter ce match-là contre la Slovaquie. Alors juste quand on voit l'effectif slovaque, bon, rien que quand on voit les valeurs marchandes sur Transfer Market qui peuvent en dire plus ou moins long, ben on voit qu'il y a 3 joueurs qui sont au-dessus des 20 millions, dont 2 qui sont à 30 et 35 millions. Mais regardez, à part ces 3 joueurs-là, ben le reste, je suis désolé, mais c'est 7 millions, 5 millions, 5 millions, donc c'est globalement très faible. Et oui, évidemment qu'on peut résumer entre guillemets la Slovaquie, j'ai vraiment pas envie de manquer de respect, mais oui, on peut les résumer à Lobotka, Skriniar et surtout Anko, qui pour moi, oui, de loin, c'est le meilleur joueur pardon, slovaque. Et oui, réellement, il faudra neutraliser Anko pour que la Belgique fasse un match plutôt bon. Pour ceux qui ne connaissent pas Anko, on va juste voir très rapidement son profil statistique sur Football Ref. Donc les stats, la data détaillée, c'est un joueur qui est défenseur central mais qui a pas mal joué latéral et qui a honnêtement des statistiques énormissimes, notamment à la passe où il est absolument exceptionnel. Il joue au Feyenoord, donc championnat hollandais. Il y a également une qualité de préparation et de tir et des buts. Ça signifie quoi? Le joueur, il contribue énormément au tir et au but de son équipe. Encore une fois, c'est comparé par rapport aux joueurs à son pote, donc les défenseurs, c'est énorme. Alors mine de rien, bah, c'est un défenseur, mais il n'a pas non plus les stats défensives les plus importantes. Bon, bah voilà, mais oui, c'est surtout balle au pied. Regardez également, tout est vert, donc balle au pied. Pour les tirs et les buts et la qualité de passe, le joueur est exceptionnel. Et ça fait que oui, c'est parmi les défenseurs modernes, je pense, les plus en vue qui devraient normalement quitter le Feyenoord à 26 ans maintenant. C'est bon, il devrait normalement quitter le championnat. Et rien que quand on compare à son compatriote Milan Skriniar, bah, je suis désolé, mais regardez les stats de Skriniar, elles sont beaucoup plus rouges, même mauvaises, hein, honnêtement, sur certaines. Ça prouve quand même que oui, la Slovaquie, je vais pas dire que c'est que Ronco, mais un petit peu. Il y a quand même Lobotka qui est un joueur qu'on connaît. En Italie, on l'a beaucoup vu. Mais voilà, honnêtement, je vais pas développer plus longtemps. La Belgique devrait gagner contre cette Slovaquie-là. Et je le dis honnêtement aux Belges, voilà, je supporte l'équipe de France. Moi, je vous souhaite la victoire. Je vous souhaite d'aller loin. J'aime beaucoup cette équipe. Je veux voir la Belgique la plus performante possible. Et je considère vraiment que on sous-estime peut-être un peu trop la Belgique. Je suis d'accord que défensivement, ça peut être beaucoup mieux, il y a des équipes meilleures. Par contre, il y a l'explosivité. On a vu rien que dans ce début d'Euro que les armes offensives, cette imprévisibilité, ça pouvait faire des dégâts.
Et il me semble que la Belgique a ce côté imprévisible. Bon, nous allons directement voir du coup la sélection belge. On va rire, hein, on va rire parce que là, pour le coup, il y a des joueurs qui sont cotés beaucoup au-dessus de 10 millions, beaucoup au-dessus de 20 millions, beaucoup au-dessus de 30 millions. Et en vrai, il y en a même deux qui sont à 60 millions, à savoir Openda et Doku. Alors Openda ne devrait pas trop jouer parce que même si oui, il est extrêmement bon à Leipzig, il faut considérer qu'en sélection, bah, il y a un monstre, il y a le monstre, il y a le joueur légendaire ultime peut-être de la sélection belge avec notamment voilà, les Hazard, les De Bruyne. Je suis désolé pour la prononciation des joueurs, les amis belges. Je ne fais pas exprès, je ne sais pas prononcer certains noms, je suis désolé. Mais voilà, c'est une légende, un nombre de buts absolument invraisemblable avec la sélection. C'est de très loin le meilleur buteur belge de tous les temps. Donc oui, Lukaku devrait jouer. Et en fait, la beauté de cette sélection belge, c'est que le secteur offensif n'a aucun sens. Ça, on l'avait évoqué dans la vidéo. J'avais fait une vidéo sur la Belgique. Si vous l'avez vu, bah, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fait très plaisir. Merci pour tous vos retours. Sincèrement, du fond du cœur. Mais oui, voilà. La qualité offensive belge n'a absolument aucun sens. Parce que même des joueurs qu'on peut considérer comme des milieux, comme Tillmans, comme Vermeeren, qui bon, est très jeune, bah, honnêtement, peuvent apporter offensivement. Tillmans, c'est plutôt un milieu offensif en vérité. Mais à part ça, ouais, offensivement, entre Kevin, entre Charles des KTLR, je suis désolé pour les noms, je vais l'appeler CDK, entre Doku, s'il vous plaît, Trossard, Carrasco, Bakayoko, Luke Bakio, Openda et Lukaku, ça n'a absolument aucun sens. C'est-à-dire que le coach peut littéralement, Tedesco, faire sortir 3 top joueurs en attaque et faire rentrer 3 top joueurs en attaque. Ça n'a pas de sens et honnêtement, on va être très clair. Hein. Et en fait, oui, ce secteur offensif est la vraie raison pour laquelle il faut se méfier de la Belgique. Oui, le football, ce n'est pas que l'attaque. Cela dit, la chance de la Belgique, un petit peu, c'est que les joueurs offensifs qu'elle a, au-delà d'être des joueurs très forts, c'est des joueurs absolument parfaits dans un football de contre, de transition, aux relances rapides, etc. Donc la Belgique, même avec 30% de possession, peut gagner 3-4-0. Ce n'est pas une blague, et c'est ce qui rend la Belgique encore plus dangereuse, parce que oui, mesdames, messieurs, on va l'évoquer, quand sur les côtés, vous avez Bakayoko, qui fait une saison délirante. Luke Bakio, qui est extrêmement bon également, donc c'est énorme. Mais quand côté gauche, vous avez notamment Jérémy Doku, il faut l'évoquer, parce que Doku est la raison ultime, mais vraiment ultime, avant tout le monde, même avant Lukaku. Pourquoi? Ça va être grave, ça va être très grave. Nous allons être très clairs concernant Doku, on va dire les choses clairement. À 22 ans seulement, il vient de faire 22 ans, il est de très loin. On peut voir ça directement sur Football Ref, notamment qualité balle au pied, notamment au niveau des dribbles tentés, dribbles réussis, le pourcentage de dribbles réussis. Bah, en fait, mesdames, messieurs, c'est littéralement le premier. C'est le premier. Il n'y a pas d'équivalent en Europe actuellement. C'est le joueur, en fait, ce qui est exceptionnellement dingue avec lui, c'est qu'il tente énormément de dribbles. Mais généralement, tu rates énormément. Il n'a pas ce problème-là. Je ne dis pas que Doku réussit tous ses dribbles, mais il en réussit beaucoup trop. Alors qu'il tente énormément. C'est beaucoup plus simple. Un joueur qui dribble aller 2 fois dans un match, on va dire il réussit 1 ou 2 par match. Bon, bah ça va, il a un très bon dribble réussi. Mais quand tu dribbles 3000 fois par match et que tu en réussis limite 3000 fois, ça n'a pas de sens. Bah c'est Doku. C'est Doku, c'est littéralement lui. Mais quand on voit les statistiques qu'il a au-dessus de 90, ça n'a pas de sens. Je rappelle que plus vous êtes proche de 99, plus vous êtes le premier limite, en tout cas dans le top 1%. Possession progressive, bon ben voilà, Doku est littéralement le joueur, je pense, ailier qui porte le mieux le ballon. Bah, je ne vais pas tous les faire, mais c'est hallucinant, les dribbles. Il s'est également porté vers l'attaque, vers le dernier tiers, vers dans la surface de réparation. Bah, il est délirant. Toutes ses actions mènent à un tir souvent. Ses actions mènent très souvent à un but. C'est la raison ultime pour laquelle il est dangereux. Et vraiment, en fait, on sous-estime, et je veux absolument pas faire la leçon de morale, pas du tout, hein, c'est pas du tout mon but, mais je considère qu'en grande compétition, Euro, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, tout ce que tu veux, on sous-estime beaucoup trop l'impact individuel d'un joueur. Le football de sélection n'est pas le football de club. Ce n'est pas le football de club où on doit préparer un jeu, des tactiques poussées, tout le temps s'améliorer et tout. Bien sûr qu'il y a des tactiques, bien sûr qu'il y a un jeu en football de sélection, mais l'aspect individuel, généralement les amis, quand vous pensez Coupe du Monde, Euro, Cannes, Coupe d'Asie ou je sais pas quoi, n'importe quelle compétition, mais vous pensez pas à des grands noms, des grands joueurs. Forcément, quand on se souvient, Coupe du Monde 2018, ah ben, Eden Hazard. Ben oui, Eden Hazard. Euro 2016, ah, Antoine Griezmann, par exemple. Même à l'époque, Euro 2000 machin, les joueurs brésiliens, français, dans leur compétition, Coupe du Monde 98, c'est des joueurs. Doku, oui,
oui, il peut largement être un des joueurs phares de cet Euro. C'est ça la beauté. Et quand tu affrontes des équipes qui sont pas ultra rodées tactiquement, techniquement et tout ce que tu veux, l'aspect individuel est encore plus grand. Oui, il y a plein de talents, mais Doku est pour moi évidemment le danger ultime. Et c'est pour ça que la Belgique me fait flipper. Même contre une paire de latéraux forte, une défense forte, bah, je considère que Doku peut tuer tout le monde. On l'a vu notamment en première ligue, il est absolument choquant. Il est trop trop fort. Voilà, je ne vais pas évoquer tout le reste, hein. Onana Mangala devrait être évidemment au milieu de terrain très 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 bon, mais voilà, en backup, il y a du Tillmans, il y a beaucoup beaucoup de bons trucs, même mine de rien. En attaque, moi je pense qu'on partirait sur un truc Doku, Bakayoko ou Lucky Bakio. Pour moi, Bakayoko pourrait être encore meilleur vu qu'il est très jeune, mais bon. Charles Kevin, KDB, ça me paraît évidemment ok. Et en pointe Lukaku, bon, l'attaque n'a pas de sens, hein, les gars, c'est trop choquant, c'est trop choquant. Et même, voilà, l'aspect défensif, c'est vraiment la question, est-ce qu'on met du théâtre, est-ce qu'on met du face, Debas, qui est honnêtement très jeune, mais tellement bon. Puis Zeno Debas, les gars, n'hésitez pas à m'en parler. Mais waouh, franchement, le mec, j'ai hâte de voir la carrière qu'il va faire. Il m'a l'air d'être un des futurs top centraux de notre génération, on sait pas. Bref, ça va être dingue. Mine de rien, Courtois n'est pas là, je suis d'accord que c'est un peu dommage. Maintenant, Castells fait vraiment, vraiment des belles choses. C'est pas Courtois. Je suis d'accord, c'est pas Courtois, mais bon. Écoutez, c'est comme ça. Mais la défense, ouais, on est un peu dans le flou. Est-ce qu'on met Vertonghen? Est-ce qu'on met Witsel? Les deux sont assez vieux, très vieux, même assez longs et tout. On sait pas. En vrai, Maxime de Kuiper, je suis désolé si je prononce également très mal son nom. Exceptionnel joueur, je l'aime trop. Côté de Bruges, il me semble. Ouais, je crois que c'est Bruges. Et voilà, c'est très très bon. Très 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 bon. Bon, on verra bien, mais vous l'avez compris, mesdames, messieurs. Attention à cette Belgique-là, elle ne rigole pas du tout, elle fait très très peur. Donc concernant ce match, mesdames, messieurs, entre la Belgique et la Slovaquie, vous l'avez compris, je vois une victoire belge et normalement une grosse victoire belge. Voilà, je le dis cash, il y a trop de qualité, surtout si tu parles évidemment avec KDB, Doku, plus Bakayoko et Lukaku. Bon, les gars, arrêtez le massacre. C'est une équipe qui a trop de potentiel offensif. On a mine de rien eu pas mal de buts. Voilà, on a eu Allemagne-Écosse, on a eu Suisse-Hongrie, Espagne-Croatie. En vrai, il y a eu 3 buts par match depuis le début au moins. Allemagne qui a mis 5 buts, Espagne qui a mis 3 contre une très grosse équipe, et la Suisse 3 contre la Hongrie. On verra. Est-ce que la Belgique pourra en mettre beaucoup? En vrai, allez, moi je peux pronostiquer un petit peu les trucs en mode fun. Petit 4-0 pour la Belgique. Vous me dites ce que vous en pensez. Je sais pas si la Slovaquie va marquer. Elle a quand même un vrai manque en offensif. Je ne vois pas les Belges particulièrement stressés. Vous savez, on a dit que la Belgique était une équipe qui défensivement pouvait faire un petit peu peur. Bah, en fait, ce qui est dingue, c'est que quand on voit les qualifications à l'Euro, bah, on regarde la Belgique et regardez un truc, il n'y a que 4 buts encaissés. Et c'est pour ça que, franchement, et je le dis sincèrement, moi je supporte l'équipe de France. Donc j'ai pas, voilà. Mais honnêtement, je pense qu'on sous-estime trop la Belgique en mode, oui, la génération dorée est passée. Les médias, ils nous ont dit génération dorée, génération dorée, génération dorée. Mais attendez, c'est pas parce que Hazard est parti, que les top joueurs sont vieillissants, que c'est fini, mais loin de là. Et une équipe qui avance sans trop faire de bruit. Aujourd'hui, la Belgique, ben, dans la tête de tout le monde, on pense à quoi? À Espagne, à Allemagne, Angleterre, France, je sais pas, Pays-Bas, Italie, des trucs comme ça, machin et tout. On est bien d'accord. Et la Belgique, on la sent un peu moins. On la voit un peu moins. Attendez, attention au loup qui dort. Et vraiment, on a déjà vu des équipes, même si défensivement ça pouvait être un peu comme ci, comme ça, avec le fou, qui ont gagné des compètes. Il y a trop de qualité offensive. Et oui, Bakayoko d'un côté et surtout Doku de l'autre, c'est beaucoup trop. Donc, mesdames, messieurs, Belgique-Slovaquie, grosse victoire belge, je le sens. Et pour moi, on est sur du 80, 85 limite pour la Belgique. Très large. Enfin l'entrée en lice pour l'équipe de France. Quel plaisir. Qu'est-ce que j'espère que nous gagnons ce match-là contre l'Autriche. Je ne sais même pas si c'est français ce que je dis. Je suis trop hype. J'espère que vous l'êtes. Et voilà, n'hésitez pas à me dire, bon, vous vous sentez comment avant ce premier match contre l'Autriche. Encore une fois, je tourne cette vidéo vraiment très tôt. Je ne sais pas du tout s'il y a eu des infos qui sont sorties au niveau de la compo. Je ne sais rien de rien. Voilà, moi je sais juste ce que j'avais étudié avant l'Euro, hein, concernant l'Autriche et la France. Donc on va en parler très tranquillement. D'ailleurs, je ne sais pas trop à quelle heure vous verrez cette vidéo. J'essaierai peut-être de la sortir ouais, le matin, vraiment très tôt, avant Slovénie-Danemark, ou bon, je sais pas trop. On verra bien. Bref, en tout cas, Autriche, France. La France est tombée dans un groupe qui, honnêtement, bah avec le temps, on se demande si c'est pas un des groupes de la mort, mine de rien, avec la Pologne, avec les Pays-Bas et avec l'Autriche. 3 équipes ultra dangereuses. Et ouais, une grande passion envers cette équipe autrichienne. Bon, on l'a déjà évoqué dans plusieurs de mes vidéos, mais je le répète sans aucun problème, surtout pour ceux qui me découvrent. L'Autriche, c'est beau.
C'est vraiment une des équipes de sélection qu'on peut considérer un petit peu, vous savez, comme des clubs sélection, entre guillemets. Parce que, ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses. Mine de rien, on avait à l'Euro 2021, ben, une équipe dans ce sens-là, le Danemark, qui avait certes eu que 3 points en poule, mais qui s'était qualifié et est parti en demi-finale. Mais le Danemark, c'était un petit peu, en 2021, ce football de sélection slash club très, très, très intéressant. Et oui, cette sélection autrichienne, mine de rien, elle est très, très belle. Il y a beaucoup, beaucoup de matchs qu'ils ont bien, bien gagnés. On a quand même une grosse victoire contre l'Allemagne, s'il vous plaît. Une défaite contre la Belgique, c'était, il me semble, la dernière défaite, mais quand même 2 buts marqués. Voilà, donc avant ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de très, très belles victoires, même contre l'Italie. Il faut remonter à des défaites contre la France et la Croatie en 2022, s'il vous plaît. Et évidemment, on a également une énorme, 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 énorme victoire contre la Turquie, qui avait certes perdu notamment un joueur défensivement très important, mais voilà. Énorme équipe qui a énormément de qualité et qui, vous savez, bon, vous le remarquerez, je pense, directement sur Transfer Market, il y a énormément, énormément de joueurs qui viennent d'Allemagne, honnêtement. C'est normal, hein, vous savez, Allemagne, Autriche, c'est à côté. Il y a aussi Red Bull, Salzbourg, Leipzig, c'est normal, hein, c'est un petit peu ce qui a bâti cette équipe autrichienne. Il faut en plus considérer que Ralf Rangnick est le sélectionneur de l'équipe autrichienne. Il a littéralement été entraîneur de Leipzig pendant longtemps. Ouais, longtemps, enfin, combien de matchs, je sais pas trop. Mais quand même, hein, voilà, il a été entraîneur de Leipzig, donc voilà, il connaît Red Bull, il est même parti à New York. Bon, il connaît tout ça et il y a des joueurs de très, très, très haut niveau. Voilà, même si les cotes sur Transfer Market, elles sont pas non plus ultra élevées, bah, je suis désolé, mais je vois un minimum 3 très gros joueurs. Sabitzer est énorme, hein, vraiment énorme. Fait une seconde partie de saison avec Dortmund folle, honnêtement, très, très folle. Énormissime. Leimer, Sabitzer, Leimer, c'est vraiment 2 raisons pour laquelle, attention à l'Autriche, ça explose tellement vite. C'est super, super tenace, super, super combatif. Et oui, oui, le pressing autrichien, oh là 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 là. Imaginez, ils sont conditionnés au football allemand. Le pressing autrichien, il va être grave. Kevin Danso, hein, très sous-côté pour moi, à Lens, mais honnêtement, un vrai, 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 vrai bon défenseur central. Mine de rien, Baumgartner, super intéressant. Et honnêtement, on verra à quel point il pourrait être fort, parce que oui, oui, c'est une des grosses forces de l'Autriche. Et ouais, on peut résumer un peu l'Autriche dans cette équipe qui est très, très, très volontaire. Énormément de pressing, d'agressivité, des joueurs, mine de rien, beaux, élégants, techniques, qui savent dribbler, qui savent combiner, qui savent relancer. Il y a énormément de belles choses. Oui, je suis pas non plus, serein à 2000% pour l'équipe de France. Pas du tout, surtout qu'on sait que, bon, bah, nous, on a des questions défensivement. Bon, maintenant, il faut évoquer, je vais pas tous évoquer, il y a plein de bons joueurs. Il y a de la tristesse pour l'Autriche. Mesdames, messieurs, Alexander Schlager, qui est le gardien titulaire, n'est pas là. Évidemment, David Alaba n'est pas là. Je pense que je n'ai pas besoin de présenter qui c'est. Et il faut quand même l'évoquer, même si ça parle peut-être moins. Xaver Schlager. Je suis désolé, mesdames, messieurs, mais Xaver Schlager, donc oui, il y a 2 Schlager, qui est absent. Et il me semble, de mémoire, peut-être c'est les ligaments croisés, mais c'est une sale blessure. Je suis très triste pour lui. Ce mec est exceptionnel. Il n'y a pas à développer plus. Il est exceptionnel et surtout ultra capital dans cette équipe autrichienne. Donc malheureusement pour eux, l'Autriche qui joue dans un 4-2-3-1, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué sur lui. D'ailleurs, vous voyez qu'avec avec Seiwald, je ne sais pas trop si je prononce bien le nom, excusez-moi, il y avait Xaver Schlager, évidemment, et Alexander Schlager était évidemment là. Donc oui, c'est un petit peu ce qu'on aura. On aura, je pense, du Leimer, du Baumgartner, là peut-être quand même Sabitzer à la place de Schmidt, et Gregoric qui est un peu l'avancante, oui, ou Arnautovic, il me semble, mais je pense que ce sera plutôt Gregoric, qui n'est pas non plus le finisseur du monde, hein, du siècle américain ou quoi, mais qui peut faire le taf. Mais ouais, je suis désolé, sans Schlager, dans ce double pivot-là, aïe, je suis triste pour eux parce qu'en vrai, j'aurais aimé affronter l'Autriche au max de leur force. Ça nous aurait donné un indicateur énorme avant les 8e de finale potentiels si on y va. Donc vous l'avez compris, attention à l'Autriche qui, je pense, va nous rappeler beaucoup le football de sélection. J'ai trop hâte de voir ce match-là. Je me suis fait des séquences de l'Autriche. Quel plaisir. Quel plaisir pour les yeux, vraiment, si vous pouvez aller check le jeu autrichien. C'est absolument fabuleux. Ça me rappelle le Danemark 2021. Je peux pas faire mieux comme exemple. Bon, maintenant on va parler de l'équipe de France. J'avais parlé de l'équipe de France très récemment. On s'était posé la question, bon, quel joueur plus ou moins titulaire pour ce match-là? Et on va un petit peu trancher dans cette vidéo. Bon, clairement, Maignan devrait être titulaire, donc j'ai mis Areola et Samba ici, ça me paraît assez logique. Mine de rien, et je me pose la question de plus en plus, j'étais parti peut-être sur un Upamecano Konaté. Pour ce premier match, maintenant, je me dis que Saliba, honnêtement, il a vraiment fait, je trouve, une très bonne préparation. Je suis en mode, est-ce qu'on partirait pas au final sur du Saliba ou Upamecano? Saliba Konaté, ouais, je suis peut-être un peu moins fan, mais Saliba ou Upamecano, dites-moi ce que vous en pensez. Qui, je sais pas s'ils ont déjà commencé ensemble.
Ah, j'ai plus du tout les chiffres là, je suis désolé. Mais ouais, je pense que ça peut être très très bon. On verra. Je me mets, là, je fais la composition en fonction de ma réflexion, mais également en me mettant à la place de Didier Deschamps, comment il voit les choses et tout, je me dis quand même que ouais, il a vu que ouais, bon, Saliba a été bon, et il peut le mettre avec Upamecano qui lui, je pense, devrait être normalement titulaire. Il me semble que c'était d'ailleurs la même défense contre le Canada. Ok, Ferland Mendy et Jonathan Klaus devraient être sur le banc, les deux. Bah, pas qu'ils sont mauvais, hein, au contraire, mais je pense que Condé a bien rassuré, mine de rien, voilà, sans non plus être, voilà, le joueur du siècle, hein, mais bien, vraiment bien, je suis agréablement surpris. Et Théo Hernandez, évidemment, de l'autre côté, et ce que j'aime beaucoup, c'est que Théo est très offensif, Condé est plus défensif, Klaus, qui peut entrer, est lui très offensif, et Mendy, lui qui peut entrer, est lui très défensif. Donc c'est super bien. Quelle paire de latéraux on a en vrai. C'était un peu la crainte, les latéraux pour cette équipe de France. Et pourtant, avec le temps, on se dit, bah, c'est peut-être une des meilleures du tournoi. C'est ça qui est exceptionnel. Maintenant, on verra sur le terrain, évidemment. Bon, maintenant, le chantier, c'est le milieu de terrain. Mais avant ça, on va quand même passer à l'attaque. Je pense qu'on aura Kylian Mbappé et Dembélé littéralement titulaires avec Coman et Barcola en backup, ça me semble clair. Grisou est évidemment un titulaire dans ce sort de 4-2-3-1, mais vous savez que Grisou, comme on l'avait dit, peut décrocher en 8, même plus bas, évidemment très polyvalent. Donc, on aurait un truc un peu comme ça. Et pour la pointe, on va pas se mentir, c'est une des faiblesses de l'équipe de France, une des interrogations à minima. Parce que Giroud, ouais, je pense que c'est Giroud qui part titulaire. Maintenant, il est vieillissant, il peut plus faire des matchs entiers. Bon, on partirait sur Thuram, titulaire comme ça. Ouais, je suis pas trop fan, honnêtement, parce que Thuram, loin de là de le considérer comme un mauvais joueur, absolument pas. S'il vous plaît, regardons ses matchs à l'Inter pour voir à quel point il est bon. Mais à l'Inter, il est accompagné de Lautaro Martinez, avec double pointe. Quand tu joues avec deux pointes, c'est pas du tout la même chose quand tu joues avec une pointe. Est-ce que Thuram peut définitivement s'installer, exploser en tant que seule pointe de l'équipe de France? Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Bon, en l'état, ouais, je pense qu'on partirait quand même sur Thuram dans la tête de Deschamps. Mais ce qui est intéressant, c'est que je me demande s'il va faire ça dans la compète. Vous me dites ce que vous en pensez. Une attaque Mbappé, comme ça, Dembélé, et Grisou un peu en faux neuf, hein, et du coup un milieu à 3. Est-ce que vous pensez qu'il peut faire ça, Deschamps? On ne sait pas. Franchement, ça peut être super intéressant quand je dis un milieu à 3, c'est-à-dire que Grisou, lui, sera quand même beaucoup plus offensif, même s'il peut descendre. Voilà. Et Mbappé, Dembélé sur les côtés pour exploser. Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Maintenant, ouais, je pense quand même qu'on part. Bon, je vais dire Thuram. Je préférais Giroud, honnêtement, mais je pense qu'on va dire Thuram. Et le milieu de terrain. Bon, là, c'est le chantier. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, je pense que Kanté est clairement le joueur absolument sûr qui jouera, mais vraiment, vraiment à 100%. Bah, pour une simple raison, c'est un pari immense du Didier Deschamps. Il faut le dire, un pari exceptionnel, mais Kanté est là. Kanté revient et Kanté a été exceptionnel, trop présent physiquement. À la récupération, il ratisse tout. À la projection, il est partout. Techniquement, il est énorme. Il a une endurance de dégénéré, je comprends pas le joueur. Mais qui es-tu, N'Golo? On ne sait pas. Donc N'Golo, titu, mais pas en mode 6, hein, en mode 8, voilà, qui se projette, qui peut revenir. Vraiment le milieu polyvalent qu'on le connaît. On pourrait partir, parce que là, on est un petit peu voilà, sur un sort de 4-2-3-1 qui pour l'accompagner. Alors honnêtement, c'est compliqué. Kamavinga Kanté, on l'a vu contre le Canada, il y a eu des belles choses, mais des choses un peu moindres. Kamavinga également se projette beaucoup, donc je sais pas trop si on pourrait partir sur un truc comme ça. Maintenant, je me dis que Rabiot, ça peut être cool, hein, mais Rabiot n'a pas trop joué. Rabiot comme ça, franchement, Rabiot, Kanté, Grisou, ça peut être cool, je sais pas trop à quel point ils ont joué. Maintenant, mon choix, je sais pas si ça va être le choix de Deschamps, je vais mettre Youssouf Fofana, pour une simple raison. Ben, il a vraiment fait, au-delà de la prépa, des très bons matchs avec l'équipe de France récemment, même au dernier rassemblement, j'ai trouvé le joueur ultra en jambes. Maintenant, Youssouf Fofana, comme Kanté, c'est vraiment des milieux centraux, hein, même voilà, box-to-box, mid-relieurs qui peuvent se projeter et tout. Donc je sais pas si dans la complémentarité c'est le mieux, parce qu'il faudrait quand même qu'il y ait une pointe basse, ou alors on fait un truc un peu comme ça, et avec Grisou voilà, qui descend beaucoup plus. Mais bon, de toute façon, n'oublions pas un truc les amis, c'est que quand on est en phase de possession, l'équipe change beaucoup, mais ça c'est normal, hein. Comme toutes les équipes, il ne faut pas non plus voir le football comme la tactique sur papier, le schéma tactique, c'est pas que ça. Il faut voir comment ça joue, et quand tu es en phase offensive, bah, tu as Théo notamment qui est très haut, avec Mbappé un peu plus intérieur, dans le demi-espace gauche généralement. On a évidemment voilà, Théo un peu comme ça, très offensif, et on peut avoir Condé comme ça, on va dire dans une sorte de défense à 3. C'est beaucoup plus ce qu'on a avec Grisou, peut-être plus dans ce demi-espace-là, et Thuram comme ça, voilà, dans un sorte de 3-2-4-1, 3-2-5, mais ça on le voit beaucoup dans beaucoup de sélections. Donc n'oubliez pas que, oui, ça c'est que des pions sur une feuille de papier, mais que le plus important c'est comment tu vas jouer. Et je me dis avec Youssouf et N'Golo, bon,
tu peux avoir des joueurs ultra polyvalents hein, qui peuvent aller dans tous les sens. Kanté, il peut énormément se projeter, un peu comme Warren, mais qui sera totalement en backup. Il peut évidemment énormément revenir, être énorme à la récup. Youssouf, c'est un peu la même. C'est un peu la même, mais je me dis que si tu mets Youssouf plus N'Golo, bah, Youssouf sera quand même un peu plus en backup. Parce que voilà, je pense que Kanté est un peu plus fort globalement sur tous les points. Bon, on verra bien les amis, c'est de la réflexion. Moi, je vous invite vraiment à donner déjà votre 11 titulaire. Ça peut être ultra intéressant. Et comment vous imaginez la physionomie. Parce qu'on va en parler, mon pronostic concernant ce match, ouais, qui va être dur, qui va être très dur. Je vais pas faire le mec, sincèrement. Et bon, si vous me suivez sur cette chaîne depuis longtemps, je suis pas du tout quelqu'un de pessimiste. Au contraire, et c'est pas parce que je peux donner un résultat contraire que je suis forcément pessimiste. Je considère que la France peut faire un énorme euro. Peut ne va pas dire va faire. Ok. Maintenant qu'on a dit ça, bon. D'ailleurs, ce qui est drôle, je viens de voir Google annonce probabilité de victoire 63% pour la France, 21 matchs nuls et 16 pour Autriche. Oh, je trouve que c'est quand même pas mal élevé pour la France, mais oui. La France, avec ça, peut faire des dégâts de malade. On a tendance à sous-estimer un truc. Gagner une grande compétition, c'est également avoir un banc. Mesdames, messieurs, bon, le banc de l'équipe de France n'a pas de sens. N'a pas de sens. Il est exceptionnel. Il y a trop de joueurs de qualité absolument partout. Regardez les potentiels entrants. Rabiot, Kamavinga, Tchouaméni au milieu. Même Warren. Regardez défensivement. Klose, Mendy. En fonction de la physionomie du match. Même les défenseurs centraux. Konaté. Même Pavard, voilà, qui est énorme avec l'Inter, même si c'est dans un autre style. Mbappé, Grisou, Dembélé, c'est énorme. Sur le banc, il y a Coman. Il y a Barcola, énormissime. Bon, il y a trop de qualité. Même Colomb, hein, qui a déjà pu faire des bons matchs avec l'équipe de France. C'est énorme. Donc oui, je pense que dans l'absolu, la France est favorite, bien sûr, et la France a, pour moi, c'est du 60-40 France. Maintenant, ça, c'est la théorie, il faudra voir la pratique. J'ai un peu peur que l'Autriche nous mette mal avec leur pressing. Le pressing de l'Autriche m'a l'air d'être très bon. Et vous savez, j'avais pronostiqué sur le site officiel Gaming UEFA. Bon, j'ai fait des pronostics un peu lowesque, hein, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, je crois qu'il y a des petits trucs que j'ai changés. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que j'avais pronostiqué pour l'équipe de France, Autriche, France 1-2. Mais avec le temps, je me demande si je vais pas sur le match nul. J'ai un peu peur. D'ailleurs, j'ai mis première équipe qui marque l'Autriche. J'ai un petit peu peur de cette Autriche-là qui va vraiment exercer une forte pression. Et en fait, mon espoir, c'est face à la pression énorme de l'Autriche, on va réussir à limiter la casse, notamment grâce à N'Golo. Honnêtement, pour l'instant, je pense qu'on ne le voit pas encore forcément. Mais peut-être qu'après coup, on se dira, si on va loin, waouh, en fait, on a peut-être été très loin dans cet euro, même gagné à mort grâce à N'Golo Kanté. N'Golo, c'est le prisme de tout. Je considère que c'est le milieu équilibrant, le milieu qui va apporter la créativité, le danger également, le milieu qui va assurer des très grosses récupérations, le milieu qui va t'assurer un match entier sans faiblir. Il y a un monde où, sans N'Golo, l'Autriche, je pense, est, je ne vais pas dire favori, mais waouh, là vraiment j'ai peur. Je pense sans N'Golo, j'ai très peur. On peut se faire hacher. Maintenant avec N'Golo, match nul, ouais, pour l'Autriche, enfin Autriche-France, mais il y a N'Golo. Et est-ce que grâce à lui, cet équilibre, cette énergie tout au long d'un match, eh ben, va contenir un petit peu ce pressing autrichien, sachant qu'N'Golo en plus est très bon, balle au pied. Je sais pas. Donc, est-ce que je reste sur mon petit prono France 2-1 ou est-ce que je pars sur un 1-1? Parce que j'ai envie de faire un 1 ou 2-1 pour France. C'est super dur. En tout cas, dans tous les cas, je pense que oui, la France est favori à 60-40. Je pense que France-Autriche, ça me paraît clair. Alors, si l'Autriche gagne, waouh, honnêtement, c'est possible. Mais si l'Autriche gagne, bon, après, allez les amis, je vais quand même mettre une victoire de l'équipe de France, mais j'ai une énorme réserve. Comme vous l'avez compris, je compte sur des grosses performances au niveau de la conservation de balles. Ça va être très important. Je compte sur un top Maignan. Vraiment. Et la qualité des entrants qui est quand même énorme. Voilà, malgré les absences, comme on l'a dit, de l'Autriche, à savoir Schlager, les deux Schlager et David Alaba, ça reste une équipe énorme. Mais voilà, on va dire victoire pour l'équipe de France 2-1. Avec une énorme réserve sur le 1-1, mesdames, messieurs. Et voilà, c'est la fin de ces pronostics Belgique-Slovaquie et France-Autriche. Merci aux personnes qui penseront à like avant de partir, ça m'aide énormément pour le référencement. Vous savez, vous voulez que la chaîne grandisse un petit peu, et ben le like est la meilleure des solutions. Merci infiniment à vous. Je suis tellement hype, voilà, je tourne cette vidéo très tôt, je suis encore un peu la tête
dans les nuages, je sais pas trop. Quand vous verrez cette vidéo, je vais essayer de me l'arranger. Soit je la sors bien le matin, soit je la sors, allez, peut-être entre Pays-Bas, Pologne et Slovaquie, Danemark. On verra bien. Bref, en tout cas, vous me dites vos pronostics. Belgique et France, le meilleur pour vous, hein. Moi, j'ai aucun problème envers les Belges, comme je l'ai déjà dit. Ça va être une grande compète. Et pourquoi pas retrouver ce France-Belgique en quart. On sait pas, mais ça va être très chaud. Gardons un œil attentif sur cette Autriche-France qui s'annonce magnifique. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était quoi? Prenez soin de vous. Et la paix sur vous.